Ceci est un dépôt de cercueil. Je suis Achismos TV et aujourd'hui, je vais te montrer comment fonctionne une entreprise de pompes funèbres dans la vie réelle. J'ai envie de demander la permission de m'excuser quand je touche à quelque chose. Ici, nous travaillons avec une personne, mais souvent pour répondre aux besoins de dizaines d'autres. Des dizaines de personnes assistent aux veillées funèbres des membres de la famille. C'est pour eux que nous devons agir. Si tu déjeunes devant la télé, tu verras des tragédies et la mort. Tu regardes un film où il y a de la mort, car dans la vraie vie, tu n'affrontes pas cela naturellement. Aujourd'hui, Navida Real aborde un sujet sensible, qui ne devrait pas l'être, la mort. Je sais que c'est un grand tabou pour tous. Pourtant, c'est l'une de nos seules certitudes. Tout le monde que tu connais va passer par là, y compris toi, y compris moi. Et il est important qu'on sache quoi faire quand cela arrive. Aujourd'hui, nous sommes dans une entreprise de pompes funèbres pour montrer tout ce qui se passe quand quelqu'un arrive à la fin de sa vie. Aujourd'hui, mon guide sera Lucas, agent funéraire et l'un des plus grands Instagrammeurs du secteur spécialisé dans le contenu funéraire. Comment cela s'est-il passé, Lucas? J'ai toujours voulu travailler dans une entreprise funéraire depuis tout petit. Quand j'ai réussi à entrer dans le secteur, j'ai vu la nécessité de montrer aux gens, de parler aux gens de la mort, du deuil, de ce qui se passe en coulisses dans ce processus. Tout ce qui se passe en coulisses, alors je me suis dit, je vais montrer ces coulisses pour que les gens puissent connaître. Mais tu m'as dit que ton rêve d'enfance était de travailler dans une entreprise de pompes funèbres. Un enfant un peu fou, non? Ce n'était pas devenir footballeur, ce n'était pas devenir astronaute. Lors de la veillée funèbre de mon père, j'ai vu l'agent funéraire descendre le corps de la voiture, tout préparer, placer le corps sur les piédestaux, faire la mise en place, et je ne comprenais rien à tout ça. Je me suis dit, métier intéressant, c'est ce que je veux, alors je me suis renseigné sur ce qu'il fallait. J'étais enfant, donc quand j'ai eu 18 ans, j'ai tout de suite cherché à obtenir mon permis. J'ai tout fait pour travailler dans une entreprise de pompes funèbres. C'était mon objectif depuis le début. Et je pense que le but de ton travail et de ce qu'on veut montrer ici aujourd'hui, c'est justement de sensibiliser les gens au fait que tout ça, c'est normal. Tout le monde devra passer par ce processus. Il est donc important de savoir comment agir, n'est-ce pas? Comme je le dis, la mort fait partie de la vie. Donc ça ne sert à rien d'essayer de masquer ça, d'essayer de ne pas en parler car c'est la plus grande certitude. Pour certains, elle vient plus tôt, pour d'autres plus tard, mais c'est la seule chose dont on est sûr. Et cette salle, en général, moi qui ai déjà vécu cette expérience, c'est aussi là que tout commence. Quand tu dois faire face au décès d'une personne aimée, c'est un moment très sensible, celui où il faut choisir le cercueil dans lequel la personne va être enterrée. Comment ça se passe, mec? Le service funéraire, il ne peut être effectué qu'à partir de la certificat de décès que le médecin va fournir. Que ce soit le médecin de l'hôpital, de l'IML ou du SAMU, il remettra le certificat de décès, ce papier jaune. Et à partir de là, le service funéraire va avoir lieu. Donc à partir de ce moment-là, la famille peut venir ici pour organiser les obsèques. Choisir quel cercueil sera utilisé, choisir les compositions florales, le lieu de la veillée funèbre, le lieu de l'enterrement ou de la crémation. J'ai ce souvenir d'arriver dans une salle comme celle-ci, où la personne me demande « Qu'est-ce que ton contrat obsèque couvre ?» Je ne sais pas vraiment ce que ça inclut. C'est celui-ci qui était le plus simple. Peut-être qu'il ressemble plus à celui-là, c'est le plus simple que vous avez. Oui, c'est le plus simple. Qui est le modèle standard. Oui, celui-ci en fait était le plus simple dans le cadre d'un service particulier, mais on a aussi ceux prévus dans le contrat obsèque. C'était comme, regarde. Mais celui-ci est plus joli, c'est ça. Et ça coûte. Offrir, n'est-ce pas? Mais oui, c'est une vente, n'est-ce pas? Une vente, c'est une vente. Si j'arrivais ici sans aucun plan funéraire, sans aucune préparation pour ça, combien coûte ce cercueil qui est le plus simple? Ici, dans notre unité, dans notre entreprise de pompes funèbres, nous vendons le service funéraire, n'est-ce pas? Donc en fait, les gens pensent souvent qu'ils vont venir ici et acheter seulement le cercueil, n'est-ce pas? Mais si je ne fais payer que le cercueil, je vais devoir faire payer toutes les autres choses. Je vais devoir faire payer les fleurs, je vais devoir faire payer l'agent funéraire qui va faire le transport, le coût pour y aller, le coût pour revenir. Donc généralement, les entreprises de pompes funèbres vendent le service complet, n'est-ce pas? Donc ici, on a des services à partir de 800 Ré 800. Réel, et cela couvre déjà le cercueil. Cela comprend le cercueil, la préparation, l'hygiène, le tamponnement, l'ornementation, n'est-ce pas? Le transfert jusqu'au lieu de la veillée dépendra de la région, de l'endroit où se trouve le corps et de là où il doit aller, n'est-ce pas? Généralement, tu accompagnes la personne ici lors de son choix, car certains sont plus beaux, plus ornés. Mais c'est un moment très sensible pour elle. Oui, c'est un moment qui demande de la préparation. Mais ça fait partie du travail de l'agent funéraire, même s'il y a des assistants pour ça. Ça fait aussi partie du rôle de l'agent funéraire parce que le mot agent funéraire vient du fait d'organiser les funérailles. Toi, membre de la famille, tu viens ici, tu auras besoin d'aide et tu ne sais rien. C'est moi qui t'aiderai pour tout. Qui d'autre le ferait?
Je ne suis pas là pour vendre, mais pour comprendre ton besoin et organiser la veillée funèbre, un dernier adieu pour ton proche et toi. Famille, si j'arrivais ici, voilà, mon père vient de mourir, c'est notre première étape. Comment tu m'orienterais pour choisir un cercueil? La première chose, en tant qu'agent funéraire, je ne vais pas te souhaiter une bonne journée, d'accord? Parce que tu ne passes pas une bonne journée. Donc, toutes mes condoléances. Voici notre salle d'exposition, n'est-ce pas? Si tu as un contrat obsèque, je t'emmène vers le modèle prévu par le contrat. Mais si tu n'en as pas, si c'est un service particulier, je vais te dire, regarde, ces cercueils ici, j'ai tous ces cercueils. Je vais t'expliquer la différence entre elles, les poignées, les ornements, tu vois? Des motifs, s'il y a un hublot ou non, et... C'est quelque chose d'intéressant que je remarquais ici, tu vois? Parce que ce cercueil-là, il a cette partie fermée, mais qui peut rester... On peut l'enlever et ça devient un hublot, tu vois? Et il y a des cercueils avec un petit hublot, ou un cercueil avec un hublot plus grand, ou un cercueil dont le hublot laisse voir tout le corps, tu vois? Donc, en cas de besoin, celle-ci, on enlève tout et ça devient un hublot complet. Si la veillée doit se faire avec le hublot, comme lors d'un décès par problème respiratoire ou accident, comment cela se passe-t-il? La famille peut observer à travers le petit hublot qui ne laisse voir que le visage. Et nous proposons aussi cette option de veiller à travers un hublot plus grand, où l'on a une meilleure visibilité du corps. Et qu'est-ce qui détermine cela? Les règles municipales du funérarium municipal lui-même, n'est-ce pas? Généralement, d'après le Covid, il y a beaucoup de cas de décès respiratoires sans cause définie. La veillée se fait derrière une vitre, ou même dans le cas d'un accident où le corps ne permet pas une veillée ouverte, n'est-ce pas? On fait une reconstruction et le corps est exposé derrière une vitre pour éviter que la famille ne le touche dans ce moment d'émotion. C'est très marquant parce qu'il y a même des cercueils pour les bébés, tu vois. Oui, ce qu'on appelle les petits cercueils d'ange, n'est-ce pas? Oui, celle-ci est la plus petite, elle fait 60 cm, puis il y a celle de 80, 1 mètre, 1,20 m, 1,40 m, et ensuite celle-ci, les modèles standards de 2 mètres. Généralement, ces cercueils sont généralement utilisés pour les morts-nés ou les nouveau-nés, n'est-ce pas? Le mort-né, c'est celui qui est né déjà décédé, et le nouveau-né, c'est celui qui était né, a vécu, puis est décédé par la suite. Et alors, mec, tu me disais que parfois la personne arrive et elle a déjà un vêtement avec lequel elle aimerait être enterrée, mais sinon, je peux aussi en acheter un. Ici, tu peux en acheter. Supposons que tu as la chemise Bordeaux. Oui, la chemise Bordeaux d'Ottavio. Alors, on va apporter la chemise Bordeaux pour la mettre sur lui. Parfois, la famille ne veut pas ouvrir ton armoire, sentir ton odeur, revoir tes affaires et revivre tout ça à ce moment-là. Maintenant, donc, il y a cette option. Si la famille vient de loin, il y a l'option d'avoir ici un costume, n'est-ce pas? Ici, c'est un costume féminin, mais il existe aussi des costumes masculins de couleurs variées, avec ou sans veste. Lucas, je remarquais qu'il est normal d'avoir des références religieuses ici sur les cercueils, et tu m'expliquais, mec, que celui-ci est plutôt pour les catholiques. Oui, généralement, les gens, tu sais, les catholiques, ils arrivent et ils cherchent des cercueils avec une référence religieuse, n'est-ce pas? Celui-ci renvoie au Christ, n'est-ce pas? Nous avons donc des modèles avec le Christ et d'autres saints. Mais tu m'as dit que ceux qui sont évangéliques préfèrent ceux-ci, qui ont des phrases... Des phrases de la Bible, n'est-ce pas? Comme celle-ci. D'accord, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, même s'il est mort, vivra. C'est une façon de laisser une... Oui, un message biblique, n'est-ce pas? Il y en a dans les deux couleurs, marron et blanc, n'est-ce pas? Et les personnes de religion afro-brésilienne aussi, généralement enterrées dans un cercueil blanc, n'est-ce pas? C'est vrai? Il y a généralement les gens du spiritisme, de l'Umbanda, du candomblé, n'est-ce pas? Ils ont cette préférence pour le cercueil blanc, surtout ceux qui occupent une fonction religieuse, n'est-ce pas? Dans la religion... Père du spiritisme, père. Maman de saint, généralement, n'est-ce pas? Ils sont généralement enterrés dans un cercueil blanc. Et si je venais ici et que je vous disais comme ça, non, mais je veux, tu sais, mon père, il aimait beaucoup tel orixa ou tel saint. Est-ce que vous faites du sur-mesure? Là, ça dépend du fournisseur, comme le cercueil n'est pas fabriqué ici, il vient du fournisseur, mais il existe, oui, des cercueils de toutes sortes. Intéressant, parce que j'imagine que ton travail, mec, c'est beaucoup d'accompagner la personne à ce moment-là. C'est ça, tu vois, par exemple, imagine, j'arrive ici, j'essaye de choisir un cercueil pour mon père, mais mon père était obèse, et là, il a dit « Mais il ne rentre pas là-dedans ». Ça ne va pas rentrer. Dès l'arrivée de la famille, avec le certificat de décès, on demande poids et taille. Pour savoir si j'ai ce cercueil, parce que ça ne sert à rien de te montrer tous ces cercueils si je ne les ai pas tous en dimension spéciale. Si c'est une personne, comme je l'ai dit, ce cercueil-ci fait 2 mètres. Si c'est une personne de plus de 2 mètres, alors il faut un cercueil plus long. Si la personne pèse plus de 120 kg, il lui faut un cercueil spécial et tu as une urne. Il y en a ici aussi, non?
L'entreprise de pompe funèbre doit être prête à tout gérer, non? Il y en a une ici en bas qui a des petites pattes de chien. C'est quoi ça, mec? Celle-là, c'est un cercueil pour l'inhumation des animaux de compagnie, n'est-ce pas? Oui, aujourd'hui, il existe une loi qui interdit l'inhumation clandestine, n'est-ce pas, des animaux, même dans le jardin de la maison, comme on dit souvent. Car c'était très courant. Oui, donc aujourd'hui, c'est un crime environnemental, et donc l'option, c'est soit une crémation, soit l'inhumation dans des cimetières pour animaux. Il existe aussi des cimetières pour animaux, j'ai compris. Donc, si je ne fais pas incinérer mon petit chien, je dois l'enterrer dans un cercueil adapté. N'est-ce pas? Et aujourd'hui, dans l'État de São Paulo, il existe une loi qui permet d'inhumer votre petit animal dans votre propre caveau. Donc si vous avez un caveau privé, vous pouvez l'inhumer là-bas dans votre caveau. Donc cette loi a été décrétée et chaque municipalité va s'adapter en fonction des besoins de la commune. Mais il faudra effectivement un cercueil pour l'inhumation, n'est-ce pas? Ce sera une inhumation comme celle d'un humain. N'est-ce pas, Lucas? Et ici, c'est donc le dépôt de cercueil que vous avez, c'est bien ça? Regarde, tout le stock est ici. Les cercueils les plus demandés restent en bas, avec le plan A du service gratuit d'exemption du KERAS. Les cercueils longs, les tailles spéciales, celles qui sortent le moins vont en haut. Et celles-ci, ce sont vos plus grandes urnes? Ce sont nos plus grandes, n'est-ce pas? Si une veillée est nécessaire pour une personne obèse, nous en avons aussi. Peut-on en ouvrir une pour montrer? Allons-y, tu crois qu'on peut la porter? Elle est légère? C'est lourd. Celle-ci est légère. C'est le modèle d'exposition, tu peux la poser dessus. Elle est même en carton. D'accord, j'ouvre la plus grande. Parfait. Tu veux la tourner de face? Je pense que la prise sera bonne. Mince. Celui-ci, Lucas, c'est un cercueil pour une personne qui pèse combien de kilos? Celui-ci, il va de 200 à 250. Il me paraît même petit pour quelqu'un qui pèse autant. Je pense que c'est quelque chose dont on parlait, c'est ça. Quand tu es dans le cercueil, tu es vraiment tout serré et on se rend compte qu'on est plus petit qu'on ne l'imagine, n'est-ce pas? Oui. Quand on va préparer le corps, on cherche toujours à le mettre dans ce qu'on appelle une position confortable. Donc, il ne doit pas avoir la tête trop en arrière. La tête doit toujours être tournée vers ses pieds, n'est-ce pas? Vers ceux qui vont arriver à la veillée, n'est-ce pas? Les mains doivent aussi rester dans cette position, ni trop comme ceci, ni trop comme cela. Oui, ça dépend. Parfois, la famille veut les placer sur la poitrine, d'autres non. Mais le corps doit toujours rester dans une position confortable, pour que le coude soit environ au niveau de l'épaulement du cercueil. Et là, mec, j'imagine que c'est à ce moment-là que certaines personnes commencent à bloquer. Ça t'est déjà arrivé? Comment tu gères ça? Au final, tu es quasiment un psychologue. Il y a 3 étapes pour la famille. Tu es déjà passé par là, tu peux confirmer ou non. C'est le moment où tu apprends le décès et que l'hôpital te demande de venir avec les papiers. Donc tu as déjà ce choc. Le deuxième choc, c'est quand tu arrives à la pompe funèbre et que tu dois choisir le cercueil, ce qui est un moment très difficile. Et le troisième moment, c'est la reconnaissance. Je crois que ces 3 moments seront les pires pour celui qui fait la déclaration et celui qui se retrouve face à tout ça. Pour la majorité, ce sera quand on ferme le couvercle du cercueil lors de la veillée funèbre. Mais quand on ferme le couvercle du cercueil pour aller à l'enterrement, la personne qui a été responsable de tout ça, elle est déjà endurcie. Et ça, n'est-ce pas? Parce qu'elle est déjà passée par tout ça avant, ce que personne d'autre n'a vécu. Oui, parce que tu me disais que tout comme quand quelqu'un va se marier, quand quelqu'un meurt, ça demande une planification qui n'est pas faite. Qui ne se fait pas du jour au lendemain, n'est-ce pas? Oui, mais on ne se prépare pas, n'est-ce pas? Sauf à Las Vegas, exactement, oui. Parce qu'au moment venu, Au mariage, ça demande toute une préparation. Où aura lieu le mariage? Qui va au mariage? Quelle robe ou tenue portes-tu? C'est pareil pour les funérailles, non? Au Brésil, on veut souvent enterrer le défunt le jour même. frère, ce n'est pas comme ça. Au Brésil, cette culture commence à évoluer, n'est-ce pas? Avec le temps. Mais dans d'autres pays, la veillée funèbre ne débute qu'après 1 semaine. Une semaine. Dans des pays comme l'Angleterre ou les États-Unis, après un décès, la personne est conduite à la maison funéraire où tout le processus de préparation se déroule. Je vais recueillir les informations sur ce que votre père aimait et portait, afin d'organiser ensemble les funérailles. La veillée commencera dans 1 semaine, n'est-ce pas? J'ai lu une fois que ce genre de choses est caractéristique des pays plus froids ou plus chauds, que comme le Brésil est un pays tropical, parfois le corps finissait par « oui ». C'était avant, non?
La chaleur accélère la décomposition du corps, il faut donc organiser la veillée et l'enterrement plus vite. Mais aujourd'hui, il existe des traitements, n'est-ce pas? Comme la thanatopraxie, n'est-ce pas? L'embaumement, qui retarde la décomposition et conserve le corps plus longtemps. C'est la procédure qu'on fait pour un transport. Par exemple, Lucas, mon père est mort, mais ma mère est au Japon et elle n'arrivera que tel jour. Il faut garder le corps pour que ta mère puisse arriver et assister à la veillée funèbre. Et à quel moment de la vie suggéreriez-vous à quelqu'un de se préoccuper de cela? Bien sûr, la mort n'a pas d'âge, elle peut survenir à tout moment. Donc, plus tôt tu t'en occupes, cette préoccupation, toute cette attention, ce soin, c'est mieux, n'est-ce pas? Comme je disais à propos de l'assurance auto, il est plus probable que tu utilises un contrat obsèque que de devoir faire appel à l'assurance de ta voiture. Tu en as un? Oui, j'en ai un. Ça fait longtemps. J'ai commencé à découvrir ce monde quand je suis entré dans le secteur funéraire, tu vois. En voyant chaque jour l'inquiétude des familles, tout ça, je ne veux pas faire subir ça à ma famille. Et tu as déjà, en quelque sorte, c'est étrange de dire ça, mais tu as déjà une idée dans ta tête de... Comment ça va se passer? Oui, on y pense toujours, tu sais. Moi, Lucas, je veux vraiment être incinéré, même si on sait que toutes les causes de décès ne permettent pas la crémation. Non, une mort violente ou suspecte, n'est-ce pas? Un corps qui va à l'institut médico-légal. Dans ces cas-là, où une mort sans cause définie, la crémation n'est pas possible, par exemple... Plus tard, il faut exhumer. Oui, pour une enquête. Dans ce cas, le crématorium refuse et il faut une inhumation. Mais avec une cause, comme une pneumonie, la crémation est possible. Ma famille et le personnel funéraire sont déjà informés. J'ai aussi précisé le cercueil que je veux, n'est-ce pas? On a déjà tout prévu à l'avance. Vous souhaitez être incinéré. Avez-vous déjà prévu autre chose pour la veillée funèbre? J'ai toujours dit que la veillée funèbre doit se faire dans la joie. Tout le monde dit ça. Est-ce possible? Oui, c'est possible. On assiste à des veillées funèbres, même dans notre établissement, où on fait des barbecues et on boit. Parce que ces personnes qui comprennent que la mort fait partie de la vie, lors de la veillée funèbre, elles vont célébrer. Bien sûr, c'est une très grande douleur de perdre quelqu'un, de ne plus jamais revoir cette personne, mais tu vas te souvenir de cette personne, de qui elle était de son vivant, de ce qu'elle représentait pour toi, n'est-ce pas? Alors, tu vas célébrer sa vie. La veillée funèbre est un adieu et une célébration de la vie de la personne. Mais Lucas, avant d'être placé ici dans le cercueil, peu importe celui que tu choisis, le corps passe par un long processus. Un long processus, n'est-ce pas? Du transfert du corps à la préparation, puis à la veillée funèbre. Que la thanatopraxie, c'est la procédure clinique ou le traitement classique. Ce qui n'est pas fait ici est réalisé en laboratoire que nous allons découvrir. Nous sommes arrivés ici au laboratoire de thanatologie, mais je ne peux pas m'empêcher de le dire, Lucas. On est arrivé ici et tu as été reconnu, mec. Tu es célèbre dans ce milieu. Il y a cette reconnaissance des gens, n'est-ce pas? Grâce au contenu sympa qu'on crée, n'est-ce pas? En démystifiant et en apportant des informations utiles. Donc, les gens suivent, que ce soit pour savoir comment se déroule la procédure, parce qu'ils veulent entrer dans le métier, parce qu'ils ont perdu quelqu'un ou parce qu'ils sont du milieu, n'est-ce pas? Et comme tu me disais, agent funéraire comme toi, mec, c'est un homme orchestre. Parce que tu fais beaucoup de choses. Y compris ici, c'est la thanatopraxie. C'est quoi, mec? Ça ressemble à une table d'opération. Ici, c'est quoi ce liquide? Ceci était la pompe injectrice. La thanatopraxie, c'est le processus clinique, la procédure clinique pour retarder la décomposition en remplaçant le sang. C'est du formol? C'est bien un produit à base de formaldéhyde, celui-ci. Regarde, pourquoi il y a le jaune, le vert et le rouge? On ne se base pas sur la couleur. Mais le rouge, le petit rouge ici, ce TA, il va faire le traitement artériel. Le vert, il va faire le traitement cavitaire, dans les cavités. Et le jaune, il va faire le traitement artériel chez les personnes atteintes de maladies du foie. Tu vois? Oui, même ici, regarde. Pour les personnes avec des maladies du foie. Ce rose, tu vois? Hépatite. Donc ces cas-là nécessitent ce produit spécifique. Et le nom, c'est Anubis, qui est le dieu égyptien de la mort. Et donc, cette pompe, ce produit, on le met dans cette pompe, le produit artériel, et on fait là, n'est-ce pas, l'échange du fluide à travers la pompe injectrice. Donc, par exemple, un corps arrive ici, qu'est-ce que tu vas faire? Tu étais en train de me montrer, tu as la main toute blessée, mec. C'était à cause de la pince, n'est-ce pas? La pression de cette pince ici. Ici, il y a beaucoup d'ustensiles, n'est-ce pas? Et tu utilises tout ça. Tu me montrais aussi que tu avais le doigt blessé. Oui, mon doigt, il est même blessé à force de tamponner, tu vois. Que signifie tamponner et que utilises-tu? Le tamponnement, il va être fait, tu vois. C'est après la procédure de thanatopraxie. Sur les corps qui vont subir la procédure, et aussi sur les corps pour lesquels la procédure ne sera pas faite.
Le tamponnement, il est fait dans le nez et la gorge, tu vois, avec du coton. Le coton qu'on utilise, c'est du coton en mèche, tu vois. Ce coton ici, il est un peu imperméable, tu vois. Donc, au contact du liquide, il ne va pas s'imbiber comme le coton pour les ongles auquel on est habitué. Et ici, on doit toujours porter des gants parce que c'est le matériel, tu vois. Ici, c'est un environnement clinique, tu vois. Donc, à chaque fois qu'on va manipuler, qu'on est en contact avec ces instruments, il faut toujours utiliser des gants, tu vois. Donc, c'était la pince que tu utilisais hier? Oui. Et comment t'es-tu blessé? Que faisais-tu? Non. Je pense que c'est plutôt cette partie-là, non? La façon de tenir, non? Ouais. Toute la journée, ça frotte beaucoup la main ici, ça finit par écorcher, non? Le tamponnement se fait d'abord dans la bouche, non? Donc, on va fermer le canal de la trachée, non? Avec du coton et avec l'aide de la poudre de tamponnement. Voici la poudre de tamponnement qui, au contact du liquide, non? Elle va gonfler et va devenir un gel. Elle se transforme en gel au fur et à mesure qu'on l'humidifie. Tout ce qui est dans le corps, le sang, parfois il prenait beaucoup de médicaments et ça débordait avec du coton et de la poudre, ça retenait. Même après la procédure de thanatopraxie, c'est aussi fait pour garantir qu'il n'y ait aucun problème pendant la veillée, n'est-ce pas? Je pense que la dernière chose que la famille veut voir lors d'une veillée, c'est un corps qui laisse s'écouler des fluides. Du sang, du liquide, des sécrétions qui sortent par le nez ou la bouche, non? Et c'est quelque chose qui peut arriver. Cela peut arriver. Si la procédure et le tamponnement ne sont pas faits, n'est-ce pas? C'est justement pour ça, pour contenir tout ça, pour que la famille puisse avoir ce moment. Mais, Zé? Ici, mec, par exemple, ici, il n'y a pas d'autopsie, il n'y a pas... Non. Tout se fait après. S'il y a eu une autopsie, une nécropsie à l'Institut médico-légal, au SVO, il vient ici après, n'est-ce pas? Ici, on lave le corps et on fait ce dont j'ai parlé, le remplacement des fluides, n'est-ce pas? Pour conserver, on utilise des produits pour fixer les tissus afin de les préserver, puis on fait le tamponnement, n'est-ce pas? Je pensais que quand le corps arrivait à cette étape, il était déjà passé par l'hôpital, l'Institut médico-légal, et qu'on avait déjà retiré tout le sang, tous les organes, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Non, en fait, on ne retire pas les organes, n'est-ce pas? Même lors d'une procédure où il faut traiter les organes, s'ils doivent être retirés, ils sont ensuite remis dans le corps. Il est traité puis réintroduit dans le corps. C'est bien la thanatopraxie, l'embaumement, non? Mais à l'hôpital, en fait, quand la personne décède, ils font même un tamponnement à l'hôpital, mais ce n'est pas le tamponnement pour la veillée funèbre. Le tamponnement à l'hôpital, je dis souvent ça, les tamponnements à l'hôpital sont faits pour permettre à la famille de reconnaître le corps, pour éviter ce choc. Et même comme ça ne retient pas vraiment les fuites de sang, n'est-ce pas? Souvent, lors de la reconnaissance du corps par les familles, il est sale, car le tamponnement de la société funéraire vise la veillée funèbre. Et là, mec, quand le corps arrive ici, parfois il a subi une mort violente, n'est-ce pas? Quelque chose qui a modifié le corps. Il arrive ici déjà arrangé ou c'est toi qui t'en occupes? Tu parles de reconstruction? Oui, en fait, tout va être fait sur cette table. Même s'il est passé par la nécropsie à l'IML dans un cas de mort violente, ou ici, par exemple, dans un accident où il faut faire une reconstruction, quand il arrive ici, au laboratoire, c'est ici que cette partie de restauration est faite. D'ailleurs, ici, il y a quelques pattes de reconstruction. Celle-ci est une petite patte. Regarde, le Restoramax, c'est une patte de reconstruction. Donc, si la personne a une blessure ouverte, n'est-ce pas, on va utiliser cette petite patte pour refermer, puis on fera le maquillage. Voilà. L'agent funéraire, le thanatopracteur, il fait ça, n'est-ce pas? Il fait ce travail du début. C'est un travail du début à la fin, n'est-ce pas? Depuis l'accueil de la famille, dans la première salle, jusqu'à la remise au cimetière. Comment tu gères ça? Comment tu rentres à la maison, tu dînes, tu regardes Netflix et... J'essaye de ne pas mélanger les choses, tu vois? Oui, je me dis, il y a ma famille et il y a les autres familles. Même si je passe parfois plus de temps avec les autres familles, plus de temps avec ta famille qu'avec la mienne, quand je pars d'ici, je dois retourner auprès de ma famille. Et la famille, ma famille ne veut pas de Lucas l'agent funéraire. Elle veut Lucas le mari, Lucas le fils. Donc il doit revenir. Ici, j'ai pris soin d'une famille, remis au fossoyeur, puis je passe à une autre. J'évite de garder les choses. Quand je pars, ce qui reste au travail, reste au travail. Tu y arrives? Heureusement, j'y arrive. Je pense que cela fait une grande différence pour ceux qui entrent dans ce domaine, c'est de savoir différencier les choses, savoir séparer sa vie personnelle de sa vie professionnelle, de son travail. Ça, j'imagine que c'est quelque chose que tu as appris avec le temps, n'est-ce pas? Avec le temps, il faut apprendre à gérer et travailler son mental. Tu as suivi tout ce processus, autre chose? Une fois la procédure faite, on remplace les fluides et on aspire les gaz et les liquides. Le corps, il a subi la procédure, ça va améliorer l'aspect de sa coloration, n'est-ce pas? Ça va donner cet aspect plus rosé, plus serein.
Le corps, après cette procédure, va pouvoir durer plus longtemps avant que la décomposition ne reprenne, n'est-ce pas, de façon active dans le corps. Ensuite, on prépare le corps pour la veillée funèbre. Dans le cercueil, dans le cercueil. Bien. Ici, Lucas, on doit mettre un masque. Pourquoi? Tous les EPI nécessaires pour manipuler le corps. Les gars, même s'il est passé par la thanatopraxie, n'est-ce pas? Au moins les EPI minimum, gants et masques, c'est important pour le professionnel à ce moment-là, n'est-ce pas? Même si pendant la veillée, mais pendant la veillée, la famille ne portera pas de masque. Mais au moins ici, dans l'environnement funéraire, n'est-ce pas? L'idéal, c'est d'utiliser tous les EPI. Je comprends. Donc ici, la personne a suivi tout le processus du laboratoire et a été placée dans le cercueil. Quelles sont les étapes suivantes? La personne, quand on la place dans le cercueil, elle n'est pas calée à l'intérieur du cercueil. Donc, on doit d'abord mesurer sa taille pour savoir comment elle sera positionnée à l'intérieur du cercueil. Comment faire? Au milieu? Non. On place tout le corps comme s'il était vu à travers la vitre. Dans la petite fenêtre du cercueil, n'est-ce pas? Mais comment savoir à quelle hauteur la placer? Généralement, on ferme ce rabat du cercueil, qui va rester ici, et on mesure 4 doigts. La tête doit être d'ici à là-bas. Donc, elle est déjà dans cette position. Si tu regardes, le coude arrive au niveau de celui du cercueil, mais il reste bas, non? Le pied n'a pas encore atteint l'extrémité du cercueil. On cale avec du journal, n'est-ce pas? Avec des boules de papier journal ici, d'accord? On va les rouler pour caler le corps et éviter qu'il ne descende pendant le trajet jusqu'à la veillée funèbre. Donc, on cale ici avec du journal. Le corps ne descendra plus maintenant. Le corps est déjà très rigide à ce moment. Oui, la thanatopraxie d'ailleurs va aussi durcir le corps. La personne, elle est rigide, non pas à cause de la rigidité cadavérique qui fait partie du processus, mais plutôt à cause de la procédure qui a été réalisée. Après cela, nous allons la mettre à la bonne hauteur. La personne, elle ne doit jamais avoir la tête en arrière. L'idéal, c'est qu'elle regarde toujours en direction de ses pieds, n'est-ce pas? On a l'habitude de la placer ici, la tête légèrement relevée. Quand la personne arrive à la veillée funèbre, elle arrive toujours face au corps, généralement, n'est-ce pas? Elle arrive face au corps. Donc, le corps doit être tourné, orienté de ce côté-là. Comment allons-nous soulever ce corps maintenant? À l'aide du journal. C'est un journal spécial? C'est vraiment du papier journal, du papier, n'est-ce pas? Il y a des pompes funèbres qui peuvent utiliser du papier déchiqueté, du polystyrène, même du carton enroulé ou même le journal. Le journal, je trouve ça plus facile à manipuler à la taille que je veux. Donc, la première chose que je vais faire, c'est soulever la personne. Elle est enfoncée dans le cercueil. Nous allons la soulever pour la mettre en position. Si on plie le journal, il ne va pas gagner en poids. Il ne va pas gagner en volume. Si on roule le journal, il va devenir très épais. Et on n'arrivera pas à le manipuler. L'idéal, c'est de froisser le journal, peu importe comment. Tu vas prendre les 4 journaux et tu vas les froisser. Et tu vas faire comme ça, tu vas le presser. Il va devenir comme un petit sandwich roulé. J'ai compris. Et ça, c'est comme un oreiller, alors? Comme si c'était une cale, n'est-ce pas, comme on l'appelle. Alors, je vais en prendre un peu plus ici. On va soulever le corps. Je soulève ici, tu mets dessous là. D'accord. Mets sous son épaule. Ici. Alors, je soulève ici aussi. L'épaule, si tu fais attention, elle est déjà à la hauteur que je veux. C'est pour fermer ce volant et l'épaule est là, tout près du volant. Oui, sinon, ça va être trop profond. Mais il faut aussi relever la tête. Donc, de la même façon, on va faire ce relèvement, n'est-ce pas? Tu vois, ça a déjà pris un peu de hauteur. Lors d'une veillée funèbre, combien de fois as-tu vu le nez toucher le couvercle? La grande crainte lors des veillées funèbres, c'est quand on entend « Oh, le nez est écrasé ». Cela vient d'un manque de précaution lors de la préparation. Vérifie si le nez touche le couvercle en le fermant. Si c'est le cas, le corps est trop haut et tu dois l'abaisser. Ou tu peux mesurer par ici, regarde. Généralement, si tu mets dans un cercueil standard, si tu prends un empan, C'est la distance qu'il faut. c'est à partir du couvercle. Donc si ça dépasse l'empan, c'est que le nez va toucher. Alors, il faut faire attention à ça. C'est toujours dans ces moindres détails que réside la différence entre un travail bien fait et un travail mal fait. Et je me pose une question ici, Lucas. J'avoue que c'est un processus pour moi de comprendre comment je dois agir. J'ai envie de demander la permission de m'excuser quand je touche à quelque chose. Oui, comment tu... Beaucoup de gens demandent de la permission aussi pour des raisons religieuses, n'est-ce pas? En ce qui concerne la demande de pardon, c'est un processus nécessaire pour que la famille organise la veillée funèbre. Mais ce que je ressens, est-ce que toi aussi tu l'as ressenti? Oui, c'est normal, parce que c'est quelque chose de nouveau, n'est-ce pas? Tu traverses une situation nouvelle. Donc,
Toute l'attention que tu vas avoir, ça va être quelque chose de sensible pour toi encore, mais tu dois toujours penser, ne pense pas à la personne qui est dans le cercueil. Pense à la personne qui est là maintenant, qui attend, qui prévient les autres membres de la famille, qui a reçu la nouvelle. La personne qui est de l'autre côté, c'est elle, ton client. Ton client n'est pas celui qui est ici. Ton client, c'est celui qui est là-bas. Et ça change tout, parce que ce qu'on fait ici, on fait le travail avec une personne, mais en réalité, c'est pour accompagner parfois des dizaines de personnes. Des dizaines de proches vont à la veillée funèbre. La famille, les enfants, les petits-enfants, les neveux et nièces. C'est bien pour eux qu'on doit le faire. On l'a fait, on a levé l'épaule, mais maintenant le coude, je le trouve un peu bas. C'est trop bas comme ça. Il faut le relever pour le mettre à une hauteur confortable. Ce qui va nous aider pour ça, c'est la couverture, aussi appelée la couette, qui est celle-ci. C'est ça, c'est ça. Les pompes funèbres peuvent utiliser sur la partie inférieure du corps des feuilles, peut-être de fougères, TNT, mousse, n'est-ce pas? Nous avons choisi de travailler avec ce tissu, n'est-ce pas? Parce qu'elle va tout couvrir déjà. D'accord. Il sert aussi bien si la famille n'a pas les moyens de payer une belle décoration florale, n'est-ce pas? Selon la société de pompes funèbres, elle facture la décoration florale. D'accord. Tout est inclus ici. Donc on place cela car ça remplacera les fleurs. Certaines familles n'aiment pas les fleurs. On entend souvent « Je ne veux pas de fleurs à ma veillée funèbre ». Il faut donc s'adapter. Très bien, tout se fait avec ce tissu. Ce petit satin servira à remplacer les fleurs là-bas. Installe-le ici, les emplacements sont déjà prévus. On l'installe sur le côté. Certaines religions demandent de ne pas croiser les mains. Ah oui? Lesquelles? Le spiritisme, parfois non. Selon la religion, il est demandé de ne pas croiser les mains. Chez les catholiques, on croise généralement les mains, non? Tout revient selon l'accord familial. Là-bas, c'est incertain. Vous savez, il fait l'entretien justement pour réfléchir à chaque détail. Comment voulez-vous la décoration? Voulez-vous des décorations uniquement avec des fleurs blanches? Voulez-vous une veillée funèbre? Ou préférez-vous un enterrement direct, n'est-ce pas? Nous faisons déjà tout cela en choisissant à l'avance avec la famille. Donc, dans ce cas ici, la famille a demandé, n'est-ce pas, les mains croisées, mais si elle ne l'avait pas demandé, la pratique habituelle est toujours les mains croisées. Nous étions là-haut, nous avons trouvé un monsieur qui portait un t-shirt du Corinthien. Du Corinthien. Oui, c'est un choix. Tout ce que la famille apporte sera mis. À ce moment-là, elle est bloquée. Cependant, si nous mettons la fleur par-dessus maintenant, la fleur va rester un peu déconnectée des autres. Donc nous devons niveler, faire une sorte de sous-couche. Oui, généralement, cela peut se faire avec du tissu non tissé, avec de la mousse, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais t'apprendre à le faire avec de la sciure, avec de la poussière de bois. Généralement, on peut utiliser ce petit coussin qui vient à l'intérieur du cercueil, n'est-ce pas? Les gens pensent qu'en fait, quand on prépare le corps, on va reposer la tête dessus, mais en réalité, non. Le petit coussin, on le met plus tard. Au premier moment du retrait, oui, on peut s'appuyer dessus, mais après, on va tapisser ici. Nous avons déjà ici de la sciure prête. On en met ici. C'est la sciure même du bois. Nous allons mettre ici, regarde, et on va niveler le cercueil. Il faut toujours faire attention, à ce moment du processus, à ne pas salir le visage, à ne pas salir les vêtements, n'est-ce pas? Alors, on met toujours la main comme ça pour que ça ne tombe pas sur les cheveux. Avec un vaporisateur ou de l'eau, on mouille la sciure pour qu'elle gonfle, tu vois? Elle va gonfler et elle va se tasser à sa place. Donc, elle ne va pas s'envoler. J'ai compris, c'est pour fixer. C'est ça. Elle va faire gonfler le morceau de bois. Maintenant, on peut ajouter les fleurs pour cette partie d'ornementation. J'ai apporté ici quelques-unes colorées et quelques-unes blanches. Dans un cercueil standard, le calcul sera toujours, en gros, 2 bouquets. Il se peut que vous en utilisiez un tout petit peu plus. Avec 2 bouquets, vous pouvez créer une décoration simple et sympa autour du corps, comme demandé. Nous optons pour des fleurs naturelles. Certaines pompes funèbres utilisent des fleurs artificielles, non, des fleurs permanentes. Cela dépend aussi de la région. Parfois, il y a des États où il est difficile de trouver des fleurs. Ici, dans notre État, on a la chance d'avoir beaucoup de fleurs partout. Et alors? Maintenant, on va les disposer. J'aime bien les disposer en ligne. Si tu as commencé là, tu continues en ligne et tu les mets les unes sur les autres. Regarde, j'ai compris. En couvrant toute la poudre de cire. En fait, ça irait comme ça. Et en la couvrant, la pressant pour ouvrir ses pétales, n'est-ce pas? Comme ça, on va décorer partout où on a couvert avec la sciure. La sciure, elle a servi à niveler les fleurs. Chemin de fleurs. Une préoccupation dans l'ornementation est toujours de laisser les fleurs tourner vers là-bas pour la personne qui va entrer dans la veillée funèbre. Exactement. Regarde ici. Une chose à laquelle je pensais ici,
c'est à quel point il y a de nombreuses étapes dans un processus très complexe que l'agent funéraire doit savoir gérer. Traiter la personne là, choisir le cercueil, ensuite faire la partie du laboratoire, puis faire toute cette partie ici. Au Brésil, où tu fais tout en même temps, dans d'autres endroits, c'est plus spécialisé parce qu'il me semble que ça me paraît faire beaucoup de spécialités pour un seul professionnel. Cela dépendra beaucoup de l'entreprise. Oui, par exemple, aujourd'hui, nous avons, même si tout le monde sait tout faire, aujourd'hui, nous avons des fonctions séparées. L'agent, il y a l'agent funéraire qui s'occupe du transfert et du traitement conventionnel. Nous avons des techniciens spécialisés pour la thanatopraxie, parce que le thanatopracteur, l'agent funéraire, il peut être thanatopracteur, mais tous les agents funéraires ne sont pas thanatopracteurs, car il faut une formation spécifique pour cela. Tu l'as fait, genre la fac? En fait, au Brésil, ce n'est pas encore exigé d'avoir fait des études supérieures, tu vois. C'est une formation technique réalisable dans les pompes funèbres. Ici, nous proposons des cours de thanatopraxie. Nous formons chaque mois des élèves pour qu'ils puissent travailler sur le marché du travail. Oui, c'est un secteur qui est en croissance, tu vois, un secteur de plus en plus reconnu et une profession importante, n'est-ce pas? Donc il y a aussi la partie de l'accueil, il y a la partie du suivi après aussi. Qui contactera la famille pour vérifier ses besoins et lui apporter un soutien? Toutes ces fonctions sont distinctes. Et enfin, nous allons mettre le voile qui va par-dessus le corps pour éviter que... Pendant la veillée funèbre, les mouches ne se posent pas sur le corps. D'ailleurs, Lucas, ici tu as tout ce qu'il faut, non? Du maquillage. Oui. Ici, il y a toute la partie maquillage, tu vois, celle qu'on utilise sur les corps, n'est-ce pas? Oui, le nécromaquillage, ce n'est pas pour embellir le cadavre, n'est-ce pas? Les personnes qui cherchent des cours de nécromaquillage, elles y vont souvent en pensant « je veux devenir nécromaquilleur, je veux embellir les gens ». Mais en réalité, le nécromaquillage est correctif. Elle sert à corriger une lésion, à corriger un hématome. Une personne qui est vraiment marquée par des bleus, sauf dans les cas où la famille le demande. Je veux du rouge à lèvres rouge, je veux un maquillage prononcé, parce qu'elle portait un maquillage prononcé. C'était la personnalité de cette personne. Alors là, vous allez suivre. Maintenant, une personne qui n'a jamais porté de maquillage, si on la maquille, on lui enlève ce qui la caractérise, ce qui ne doit absolument pas arriver. Comme je l'ai dit, la barbe, ne pas raser la barbe si la famille ne l'a pas demandé. Ne pas mettre de maquillage si la famille ne l'a pas demandé. Penses-tu que la veillée funèbre est un moment important dans le processus de deuil d'une personne? Parce que j'ai quelque chose en tête, c'est que je n'aimerais pas voir quelqu'un de ma famille après la mort. C'est une vision dont je ne sais pas pourquoi je l'ai formée, mais beaucoup de gens disent que c'est une vision erronée, qu'il est important d'y aller. Oui, la veillée funèbre est importante pour traverser ce processus. Comme je l'ai dit, ce n'est pas parce qu'on a enterré ou incinéré que c'est fini. Tu continueras à te souvenir de cette personne et à souffrir. Oui, cela dépend beaucoup des personnes. Certains n'aiment pas les veillées funèbres, mais je trouve important ce moment marquant, la fin d'un cycle. Tu sais que ce cycle avec cette personne est fini, il faut en commencer un autre. Je pense que quand tu ne passes pas par ça, c'est comme si le cycle restait ouvert. On voit beaucoup ça chez nous. Des cas de personnes disparues. Mon père a disparu et il est porté disparu. Ce cycle ne s'est pas terminé parce que tu n'as pas vu la fin du cycle, donc tu n'as pas eu ce point final. Alors je pense qu'aller à la veillée funèbre est très important. Et puis on le met en dessous de celui qu'on vient d'attacher maintenant. Nous avons terminé. C'est prêt, n'est-ce pas? On enlève ce voile maintenant, mais après, pendant la cérémonie, on le remet, n'est-ce pas? Et maintenant, on peut fermer. Et à partir d'ici, on irait à la veillée funèbre. Maintenant, nous allons nous rendre à la veillée funèbre pour que la famille puisse avoir un dernier moment d'adieu, rendre hommage selon les rituels de chaque famille et dire au revoir au corps de la personne. Et après la veillée funèbre, soit il est incinéré, ou il est enterré. Ou il est enterré. Vous n'avez pas de cimetière, mais vous avez un crématorium. Oui. Qu'est-ce qu'on va découvrir maintenant? On est arrivé au crématorium de la société de pompes funèbres où tu travailles, mais il est en rénovation, non? C'est sur le point d'être inauguré. Cependant, ici, l'ascenseur qui descendrait depuis la salle de veillée est déjà installé. Oui, celui-ci, c'est celui qui va chercher le corps là-haut, dans la salle de cérémonie, n'est-ce pas?
Je le descends et le prends avec celui-ci. Ici, c'est l'opérateur du four qui s'en charge. Ouais. Je prends le corps là-bas et je l'emmène jusqu'au four. En fait, il passe d'abord par la chambre froide, n'est-ce pas? Il doit y avoir une période de 24 heures d'attente avant la crémation, n'est-ce pas? 24 heures, et si la personne est spirite, on attend 72 heures. Pourquoi? Dans le spiritisme, il y a la croyance que 72 heures, c'est le temps nécessaire pour la séparation de l'âme du corps. Détacher l'âme. C'est ça. Et donc, les crématoriums, n'est-ce pas, respectent cette période de 72 heures. Les heures, c'est 24 heures légalement, au cas où il y aurait un problème. même cette histoire de... Les gens qui disent, Il a été enterré vivant, parce qu'il passe par tant de processus. peut-être qu'autrefois c'était possible, n'est-ce pas? Autrefois, quand il n'y avait pas autant de procédures, il n'y avait pas de tamponnement, il n'y avait pas de procédure de thanatopraxie. Probablement oui, n'est-ce pas? D'ailleurs, on raconte même que la veillée funèbre a été créée pour ça, pour garantir. Les gens souffraient beaucoup de cette maladie appelée catalepsie, où la personne passait, n'est-ce pas, semblait pratiquement morte et puis elle se réveillait déjà dans le cercueil. Donc, le corps était placé sur une table et la famille attendait. S'il revenait à lui, tant mieux, sinon que Dieu l'accueille. C'est pour cela qu'ils ont organisé des veillées funèbres. Les chambres froides conservaient aussi les corps. C'est une chambre froide pouvant recevoir un cercueil pour personnes obèses, n'est-ce pas? Comme ce cercueil-là, Comme le cercueil qu'on vient de voir. Dans ce cas, il serait placé dans ce compartiment, et les autres sont pour des cercueils standards. Et ensuite, une fois la crémation autorisée, on peut venir jusqu'au four où la crémation sera effectuée. celui-ci est un nouveau four. Il n'a encore jamais été utilisé. Il n'a pas encore été utilisé, n'est-ce pas? Tout est déjà en ordre, approuvé, et ici, en fait, il y aura 4 fours. Et combien de temps dure le processus de crémation? Ça dépend de la taille, n'est-ce pas, du corps là, en moyenne, je dirais environ 2 ou 3 heures, plus ou moins. C'est assez long. Tout ce processus ici n'est déjà plus accompagné par... La famille fait ses adieux lors de la cérémonie ou veillée funèbre, mais n'assiste pas à la crémation. Beaucoup croient qu'après la crémation, on devient immédiatement des cendres ici, et certains craignent de voir leurs cendres mélangées à celles d'autres, ce qui n'arrive pas. D'abord, il n'y a que le corps qui rentre dans le four, n'est-ce pas? Quand on le met, il n'y a que le corps qui tient à l'intérieur. Le cercueil va se transformer en suie, les vêtements vont se transformer en suie aussi, n'est-ce pas? Il ne restera vraiment que les os. Donc il ne restera que les os, et après ce processus, ils sont broyés pour devenir des cendres. La personne ne brûle pas entièrement, elle devient un squelette. Oui, c'est comme un squelette, puis on le broie dans cette machine. Ce processus, c'est le même aussi bien pour les humains que pour les animaux de compagnie. C'est le même processus de crémation. Et donc, quand on récupère les cendres, il y a toujours cette question. Je veux qu'on jette mes cendres à la mer, je veux qu'on les jette. On peut faire ça? Oui, ça dépend beaucoup de la législation. Il n'est pas conseillé de jeter directement, tu vois, dans la mer comme les gens choisissent, tu vois. Mais il existe des urnes que tu peux mettre dans la mer, ou même aujourd'hui, il y a des urnes qui deviennent même du corail, tu vois. Donc c'est comme ça. Je pense que si quelqu'un souhaite que ses cendres soient jetées à la mer, c'est pour contribuer à la continuité de la vie là-bas. Donc ces urnes qui deviennent du corail ou les urnes qui se dissolvent dans l'eau, tu vois, il y a aussi toutes ces options. Mais si je veux par exemple prendre les cendres et les emmener avec vous, c'est possible? Et Mais je ne peux pas les disperser dans un parc, dans un endroit que je sais que cette personne aimait par exemple. oui, cela dépend beaucoup de la législation locale, n'est-ce pas? De l'endroit où vous allez faire cela, de la municipalité, mais en général, c'est ce que les gens font. Et je pense que tu as remarqué, Lucas, que tout au long de l'épisode, j'étais tendu. Oui, je pense que tu dois avoir l'habitude de voir les gens réagir comme ça, oui. Oui, mais je vois que tu prends tout avec beaucoup de légèreté, très naturellement. Tu peux me dire que, bon, tu travailles avec ça ici depuis 5 ans, non? Tu me disais que c'était un truc que tu as commencé après la pandémie et tout ça. Ça fait déjà pas mal de temps. Tu as raconté avoir assisté très jeune à la veillée funèbre de ton père et avoir trouvé cela cool. Qu'est-ce qui fait que, si jeune, tu as réussi à voir la mort avec un regard aussi léger? Mais je pense que voir mon père allongé dans un cercueil, déjà sans vie, et voir toute la famille autour, tu vois, chacun réagissant à sa manière, certains faisant plus de bruit que d'autres, certains pleurant plus que d'autres, je crois que le désir de prendre soin d'autres familles vient de là. Quelqu'un a aidé la mienne, alors je veux en aider une autre. Je veux participer au processus d'enlever, de préparer et de remettre le corps à la famille. C'est un travail important. Imagine s'il n'y avait pas d'agent funéraire, est-ce que la famille arriverait à faire ça? Peut-être pas. Donc il faut quelqu'un pour tout coordonner, pour aider, alors je vois ça de façon naturelle. Et en fait, c'est naturel, c'est un préjugé qu'on crée nous-mêmes. Si tu déjeunes en allumant la télé, tu verras des tragédies et des morts.
Si tu mets un film, il y a de la mort dans le film, alors pourquoi dans ta vie, qui était la vraie vie, tu ne fais pas face à ça de façon naturelle? C'est incroyable parce qu'on dirait qu'on croit que ça ne nous arrivera pas, n'est-ce pas? Il n'y a même pas moyen. Donc, vraiment, ton travail est très beau et j'espère que la vidéo a aidé les gens à voir la mort comme quelque chose de plus naturel, même si ce n'est pas toujours facile, parce que la mort fait partie de la vraie vie.